Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur la première partie de saison 2023 de Formule 1 qui vient de s'achever à Spa-Francorchamps. Les Formule 1 vont reprendre dans un mois à Zandvoort. Il est temps de faire un petit point. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence par l'écurie qui domine ce début de saison. Red Bull a remporté les 12 courses de ce début de saison. Ils n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Ils en sont à 13 victoires de suite, ce qui est un record. Ils ont battu le record de McLaren en 1988. C'est juste incroyable. Ils n'ont plus été battus depuis Abu Dhabi 2022. Et rendez-vous compte, si c'était Red Bull qui avait gagné au Brésil, ça ferait depuis l'Autriche qu'ils n'auraient plus été battus. Autriche 2022, j'entends bien. C'est juste phénoménal. Et depuis Abu Dhabi 2021, Red Bull n'a perdu que 5 courses l'an dernier. C'est fou. Bon, évidemment, la majorité des victoires sont dues à Max Verstappen. 10 victoires sur les 12 cette saison. Il est franchement sur une autre planète. Imaginez-vous que son plus petit total de points cette saison, c'est 19 en un week-end. C'était en Arabie Saoudite où il a fini deuxième avec le meilleur tour. Tout le reste, il a soit gagné, soit fait deuxième en Azerbaïdjan, mais il a marqué des points en course sprint, donc ça lui rapporte plus de points. Mais quand vous êtes à 19 points comme pire résultat, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et forcément, on s'y attendait un petit peu quand même à ce qu'il batte largement Sergio Pérez. Alors en début d'année, il s'est un petit peu fait peur, peut-être, entre guillemets, fait peur. Pérez était là, mais bon, à partir de Miami, je crois qu'il a mis à mal psychologiquement son équipier mexicain. Bref, après Spa-Francorchamps, Max Verstappen, il a 125 points d'avance sur Sergio Pérez. Bonne chance pour aller le chercher. Je pense que l'écart va plus s'accroître que diminuer. Bon, voilà, on peut le dire, je pense. À part cataclysme, à part une blessure ou je ne sais quoi, Max Verstappen sera triple champion du monde, et puis 3 titres d'affilée. C'est plutôt rare, je crois qu'il n'y a que Vettel, Hamilton et Schumacher qui ont réussi cet exploit. Donc bon, c'est assez rare, c'est juste exceptionnel. Max Verstappen est sur une autre planète. En revanche, du côté de Sergio Pérez, là c'est beaucoup plus compliqué. Après un très bon début de saison où il était plutôt proche de son équipier, d'ailleurs, sur les 4 premières courses, il en remporte 2, donc soit autant que Max Verstappen. C'était assez surprenant d'ailleurs. Après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il y a pas mal de monde qui voyait Pérez comme candidat au titre. Bon, moi, j'y croyais pas vraiment, mais bon. Et puis, on a vu dès la course suivante à Miami, il fait plutôt une bonne course. En plus, il part de la pole position. Mais voilà, il s'est fait largement dominer par Max Verstappen. Il y a ce dépassement en pleine course. Je pense que c'est ce dépassement qui a mis vraiment Pérez dans une mauvaise situation, psychologique, mentale en tout cas, où là, je pense qu'on s'est tous dit, bon, Verstappen, il est au-dessus de Sergio Pérez. Et puis, ce qui a fini par achever Sergio Pérez, c'est son crash en Q1 à Monaco, sur une piste qu'il apprécie. Il a gagné en 2022, dans des circonstances assez exceptionnelles, avec Ferrari qui s'est complètement loupé, mais bon, quand même, il a gagné, il est très très fort sur les circuits en ville. Il se crache en Q1, il ne se qualifie pas, il part dernier, et il ne fait que 16e, je crois qu'il se prend même un tour par Verstappen. Là, c'est le désastre et ça ne fera que continuer après, puisque 5 Grands Prix d'affilée sans la moindre Q3 dans la meilleure voiture du plateau. Ouais, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et puis même en Hongrie, où il passe pour la première fois en Q3 depuis Miami, il ne fait que 9e, je crois, en qualif. Donc bon, c'est pas fou. Ouais, Sergio Pérez, sur les 7 dernières courses, il n'est monté que 3 fois sur le podium, dont une seule fois deuxième. C'est vraiment extrêmement compliqué. 3 podiums en 7 courses, quand il avait fait 4 podiums sur les 5 premières. Il y a vraiment eu un écart de performance pour Sergio Pérez entre le début et la fin de cette première partie de saison. Ça me fait penser un petit peu à Valtteri Bottas chez Mercedes, qui commençait bien les débuts de saison, et puis qu'après, c'était un peu moins bon. Mais bon, même Bottas faisait presque mieux, parce que lui, il se qualifiait en Q3, et il n'était pas si loin finalement. Il finissait 3, 4e, 5e à la limite. Là, Pérez, c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'arrivait même plus à se qualifier en Q3, c'était phénoménal.
Ouais, donc une première partie de saison finalement ratée pour Sergio Pérez. Raté et pourtant il est deuxième du championnat. Ça veut bien dire que la Red Bull est supérieure aux autres voitures. Parlons maintenant de Mercedes. Le constructeur allemand a fait un pas en avant par rapport à 2022, surtout dû par le fait que Ferrari ne soit pas aussi performant que l'année dernière. Ceci dit, il y a encore des similitudes par rapport à 2022. Déjà, la constance de leurs pilotes, ils sont toujours dans les points. Je pense notamment à Lewis Hamilton. C'est un peu plus compliqué pour George Russell, on va en parler juste après. Et puis le rythme en qualification, qui n'est pas forcément exceptionnel. Il y a des qualifs où ils sont là, il y en a d'autres où c'est pas fou. D'ailleurs, on voit bien qu'en Hongrie, Russell avait fait la pole en 2022 et c'est Hamilton qui l'a refaite sur le même circuit en 2023. Ouais, il y a pas mal de similitudes par rapport à 2022. Mais bon, globalement, la situation est déjà meilleure pour Mercedes qu'en 2022. Et si on parle d'un point de vue pilote, on va commencer par Lewis Hamilton. Déjà, il score des points et des gros points à chaque course, sauf en Autriche où là c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, à chaque fois, il finit dans le top 5 ou pas loin. Lewis Hamilton a repris en performance par rapport à l'année dernière où c'était extrêmement compliqué. Il était battu par George Russell assez souvent. Là, cette année, il n'y a pas photo. Lewis Hamilton est largement au-dessus de George Russell, surtout depuis quelques courses en cette fin de première partie de saison. Mais ce qui est assez dingue à voir, c'est que Lewis Hamilton n'est monté que 4 fois sur le podium contre 6 fois en début de saison 2022. C'est assez fou parce que 2022, il était en galère la plus complète. Et finalement, il est monté sur plus de podiums qu'en 2023. Ça, c'est un petit peu ironique quand même, parce que les performances de Lewis Hamilton sont déjà bien meilleures que l'an dernier. Mais ce qui change, c'est que l'année dernière, il était plus à la 6e position, en train de se battre pour la P5 avec Carlos Sainz. Là, cette saison, il se bat pour la 3e place au championnat derrière les Red Bull. Il n'est plus qu'à 1 point de Fernando Alonso. Après un début de saison où il était derrière l'Espagnol, en ce moment, il rattrape les points qu'il avait de retard sur le pilote Aston Martin. Mais vu que l'Aston Martin a régressé en cette fin de première partie de saison, forcément Lewis Hamilton, je pense, reprendra cette 3e place au championnat. Ça devrait, normalement, sauf si la Mercedes régresse aussi, ça devrait être sa place en fin de championnat, la 3e place. Je pense que c'est la place qu'il mérite. Peut-être derrière Leclerc, éventuellement, mais bon, voilà, en tout cas, la première partie de saison de Lewis Hamilton est plutôt réussite. Du côté de George Russell, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est assez souvent battu par Lewis Hamilton. Il n'est monté qu'une seule fois sur le podium en Espagne. Ceci dit, il est plutôt constant. En Australie, il abandonne sur un problème moteur. Bon, au Canada, il fait cette erreur bête, dommage. Et bon, voilà, sur les 5 dernières courses, il n'y a qu'un seul top 5. C'est compliqué, il est souvent derrière Lewis Hamilton en qualif et en course, notamment à Spa, où il était beaucoup trop loin de Lewis Hamilton. Et j'ai plutôt l'impression que la tendance s'est inversée entre Hamilton et Russell au moment où Mercedes a changé de philosophie de voiture et a rajouté des pontons à partir du Grand Prix de Monaco. Si on regarde le duel d'équipiers entre les deux Britanniques, en début d'année, avant Monaco, ça faisait 3-2 pour Lewis Hamilton. Je ne compte pas le Grand Prix d'Australie où Russell a abandonné. Et en deuxième partie de saison, là, ça fait 4-1 pour Lewis Hamilton. L'écart s'est creusé. Mais bon, au global, grâce à la constance de ces deux pilotes, comme l'année dernière, ça permet à Mercedes d'être plus haut au championnat. Et maintenant, ils sont 2e du championnat, loin derrière Red Bull. Mais ils ont creusé l'écart sur Aston Martin et Ferrari. Donc, normalement, ça devrait faire 2e en fin d'année. Bon, chez Ferrari, ça a régressé par rapport à l'année dernière. Seulement 3 podiums cette saison, les 3 grâce à Charles Leclerc. Il y a peu de week-ends où tout s'est bien passé en termes de performance, en termes de stratégie, en termes de pilotage des pilotes. Il y a eu seulement l'Azerbaïdjan où ça s'est bien passé, l'Autriche et puis la Belgique. C'est les 3 fois où Ferrari ont terminé sur le podium. À part ça, Ferrari était la 4e force, parfois la 3e, et rarement la 2e force malheureusement. Et oui, c'est une régression qu'on a déjà vue en fin d'année 2022, où Mercedes commençait à rattraper Ferrari, et même des fois Mercedes était devant les Ferrari. Ça s'est prolongé en 2023, Mercedes est au-dessus de Ferrari,
Et même Aston Martin sont allés les rejoindre et les ont même dépassés puisqu'ils sont 3e au championnat des constructeurs, Ferrari n'est que 4e. Mais la tendance s'inverse un petit peu sur les derniers Grands Prix où Ferrari a repris le dessus sur Aston Martin. Ils sont plus très loin de cette 3e place. Ce serait un moindre mal. Mais bon, franchement, la saison, elle est pas terrible. Alors, tout n'est pas acheté pour la Scuderia, notamment les arrêts au stand, qui étaient une catastrophe en 2022. Voilà, cette année, ça va déjà plus vite. Bon, il y a encore quelques erreurs, mais bon, ça arrive à toutes les équipes de faire quelques erreurs de temps en temps. Sauf que forcément, quand ils en font, ça se voit plus que les autres équipes, puisqu'on en a vu beaucoup plus l'année dernière. Donc ça, c'est un point positif. D'ailleurs, Frédéric Vasseur avait dit qu'ils avaient travaillé beaucoup les pit stops, et ça se voit. Au niveau des stratégies, ça s'est un peu amélioré, mais c'est encore assez compliqué pour la Scuderia. On le voit, c'est même leur pilote qui s'improvise stratégiste alors qu'il pilote la voiture. C'est assez fou de voir ça. Bon, voilà, niveau stratégie, ils sont pas encore vraiment au point. Bon, voilà, là-dessus, arrêt au stand, stratégie, ça va déjà un peu mieux qu'en 2022. Mais la performance, elle est pas là. Et du coup, la Scuderia, elle peut pas gagner. Puis de toute façon, même si la performance était là, Red Bull est tellement au-dessus qu'il n'aurait pas pu gagner cette année pour le moment. Voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être de rejoindre Mercedes, de redevenir la deuxième force du plateau en fin de saison. Bon, je pense qu'ils peuvent déjà mettre un petit peu tous les moyens sur 2024. Ça vaudrait mieux. De toute façon, la saison, elle va pas être folle non plus. S'ils gagnent une course, ce serait déjà bien. Ça va être compliqué. Ce sera pas à la régulière parce qu'il faudrait que les Red Bull aient des problèmes pour pouvoir gagner. Il faudrait être devant Mercedes. Ça fait beaucoup de conditions quand même pour que Ferrari gagne cette année. Je pense que ça va être une saison blanche pour Ferrari cette année. Autant mettre tous les moyens sur 2024. Bon, et puis en plus, il y a un grand écart entre les deux pilotes Ferrari. Leclerc est largement au-dessus de Carlos Sainz. Alors l'ironie là-dedans, c'est que Sainz a mené Leclerc au championnat une bonne partie de la saison, les 11 premiers Grands Prix. Il s'est fait juste passer devant au Grand Prix de Belgique. Mais bon, ça veut rien dire. Leclerc est largement au-dessus de Sainz. 3 podiums contre 0. L'Espagnol n'est même pas monté sur le moindre podium cette saison, à part une course sprint en Autriche. Bon, c'est pas un vrai podium. Ouais, il y a un grand écart. Carlos Sainz, malheureusement, il ne s'est pas adapté à cette Ferrari. Ouais, c'est bien compliqué pour Carlos Sainz. Il va falloir vraiment se ressaisir en deuxième partie de saison. Parce qu'en plus, son baquet commence à être menacé par Albon, par exemple, pour 2025 notamment. Comment faire un bilan de la première partie de saison sans parler d'Aston Martin ? C'est la grosse surprise de cette saison 2023. Ils sont passés du milieu de peloton en fin d'année 2022 à top team en 2023. Même là, si ces derniers temps, ça régresse. Mais le début de saison était juste incroyable. De Bahreïn jusqu'au Canada, Aston Martin a été impressionnant. Ah non, pardon, Alonso a été impressionnant. Ouais, sur les 8 premiers Grands Prix, il y a 6 podiums pour Fernando Alonso. C'est complètement fou de le revoir 3e au championnat. C'était un truc inespéré. D'ailleurs, quand on avait appris l'annonce d'Alonso qui partait d'Alpine pour Aston Martin, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus en disant que c'est un pilote qui fait des mauvais choix de carrière. Quand on voit la situation d'Alpine et quand on voit celle d'Aston Martin, il a fait un bon choix. Il y a eu même parfois une lueur d'espoir d'une victoire de Fernando Alonso. Bon, c'était dans le cas où il y avait des problèmes pour Red Bull. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas encore de 33e victoire. Mais imaginez-vous quand même d'où vient Fernando Alonso, où il était au fin fond avec McLaren. Il a pris sa première retraite. Il revient chez Alpine. Il est en milieu de peloton. C'est assez compliqué. Et puis l'année suivante, il fait des podiums. Il est plus très loin d'une victoire. Bon, malheureusement, cette troisième victoire, ça va pas être pour cette année, je pense. Aston Martin est vraiment en régression. Depuis 4 Grands Prix, le meilleur résultat de Alonso, c'est 5e en Autriche et en Belgique. C'est assez compliqué, malheureusement. Je pense qu'il n'y aura pas de victoire pour Alonso cette année. Mais c'est frustrant, parce qu'on n'est pas passé loin en début de saison. C'est assez fou. Enfin, quand je dis on n'est pas passé loin, il se prend 20 secondes par Verstappen par course, mais notamment en Monaco ou au Canada où il finit 2e, il suffisait d'une petite casse ou une petite erreur de Verstappen pour une 33e victoire. C'est bien dommage. Mais bon, globalement, le début de saison de Alonso, il est complètement réussi. Bon, et puis en plus, il explose Lance Stroll. Bon, là, on s'y attendait complètement. Alonso est 3e au championnat, Lance Stroll est 9e, il prend 102 points dans la face.
il y a tout simplement 6 podiums à 0. C'est juste impressionnant. Il y a juste quelques fois où Lance Stroll s'est rapproché d'Alonso, mais globalement, c'est assez rare. Il faut parler aussi de McLaren, qui était au fond du trou en début d'année, et qui finit sur 2 podiums en Grande-Bretagne et en Hongrie, et qui est presque devenu le 5e top team de cette saison. Les progrès ont été incroyables. Et c'est allé assez vite, parce que quand on regarde en Espagne et au Canada, Norris finit 17e et 13e, et le Grand Prix suivant en Autriche, où McLaren apporte ses améliorations, il fait tout de suite 4e, puis 2e, et encore 2e, 2 Grands Prix de suite, même si en Belgique ça a été un peu plus compliqué pour Lando. Globalement, c'est un énorme comeback de McLaren. Je crois qu'on ne les a pas vus aussi performantes depuis peut-être 2012, à la régulière, peut-être 2021 aussi, mais c'est peut-être encore un petit peu en dessous. Bref, Lando Norris, on va voir un petit peu ce qui se passe en deuxième partie de saison, parce que ça se trouve McLaren va à nouveau régresser un peu. La Belgique a été compliquée, donc je ne sais pas si c'est un petit couac ou si vraiment les améliorations de McLaren ne suffisent déjà plus. Mais bon, Piastri a été performant en Belgique. Malheureusement, il s'est fait percuter par Sainz au premier virage. Il faut en parler aussi d'Oscar Piastri, 11e au championnat, c'est son année de rookie. Il fait 2e en course au sprint en Belgique, il prend la tête du Grand Prix. Il fait 4e en Grande-Bretagne, 5e en Hongrie. Et en Grande-Bretagne, il méritait de monter sur le podium. En Hongrie, il est 2e de la course au début. Malheureusement, le rythme n'est pas forcément trop là. Il se fait passer par son équipier, par Hamilton, etc. Mais bon, voilà, on a vu un nouveau visage d'Oscar Piastri. Globalement, on a vu 2 nouveaux visages à partir des améliorations de McLaren entre Norris et Piastri. Les deux sont passés de l'ombre à la lumière, et notamment Oscar Piastri qui a pu démontrer tout son talent à partir de la Grande-Bretagne, où lui a reçu les améliorations un petit peu plus en retard que Lando Norris. Et c'est bien normal. Du coup, au championnat des constructeurs, McLaren est assez largement 5e. Attention, parce qu'ils ne sont qu'à 88 points de Ferrari, ils sont même qu'à 93 points de la 3e place d'Aston Martin. S'ils font vraiment une deuxième partie de saison extraordinaire, pourquoi pas les titiller Aston Martin et Ferrari pour la P3 au championnat des constructeurs. Je crois que Mercedes, ça va être un peu loin. Déjà, s'ils reviennent sur Ferrari pour la 4e place, ce serait déjà pas mal. À voir. Bon, j'ai un petit peu de doute sur le fait que McLaren puisse continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais bon, on va voir. Bon, par contre, il y a une équipe qui est vraiment en difficulté cette année, c'est Alpine. Ouais, c'est une grosse déception, et le podium fantastique d'Esteban Ocon à Monaco, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Alpine était la 5e force du plateau en début d'année, mais bon, c'était déjà un coup dur parce qu'il visait la 4e place au départ, mais on a vu qu'Aston Martin avait fait un bond incroyable en haut du peloton, donc ça c'était un gros coup dur pour Alpine parce que eux, ils stagnaient en fait. Et puis à partir du Grand Prix d'Autriche, ils ont vu McLaren leur passer devant, et assez largement. Parce que McLaren était au fin fond du peloton, ils sont passés tout de suite devant, ce qui a mis un énorme coup dur à Alpine, quand eux, ils régressaient plus qu'autre chose. Et c'est frustrant parce que quand on voit les évolutions de McLaren, on se dit qu'Alpine, s'ils peuvent trouver le moindre truc pour améliorer leur voiture, ils peuvent potentiellement passer de la 6e force à potentiellement un 6e top team. On l'a vu, McLaren a amélioré sa voiture en Autriche, et c'est passé de hors des points à P4. Comme quoi, revenir sur Mercedes, Aston Martin, Ferrari ou McLaren, c'est pas totalement impossible, il faut juste trouver la bonne amélioration. Mais là en ce moment c'est bien compliqué, en plus il y a une grosse restructuration, encore une, ça fait des années qu'ils restructurent Alpine, c'est assez fou, ils changent de dirigeant quasiment tous les ans. On a eu Cyril Abiteboul au début. Alors au tout début, on avait Frédéric Vasseur en 2016. Ils ont tout de suite changé par Cyril Abiteboul. Et puis ensuite, il a fait jusqu'en 2020. Il a fait un petit paquet de temps. Ensuite, on est passé à Marcin Buscossi en 2021. Et puis on a tout de suite changé en 2022 par Otmar Szafnauer. Et dès 2023, on le change. Pour le moment, c'est Bruno Famin. Alors il y a des rumeurs comme quoi Mattia Binotto pourrait prendre la place de Szafnauer. Honnêtement, ce serait un bon choix. Après, on verrait si la stratégie d'Alpine est catastrophique. Là, on pourra voir que ce sera vraiment Mattia Binotto qui a fait plomber la Ferrari. Et si on voit que les stratégies sont plutôt bonnes,
là on va se dire qu'en fait Mattia Binotto n'y était pour rien dans les problèmes de Ferrari. Enfin, moins que ce qu'on pense. En tout cas, c'est bien compliqué pour Alpine, ils sont seuls en 6ème place, McLaren est beaucoup trop loin, Williams derrière est très très loin aussi. Bon, la place d'Alpine, ce sera 6ème cette année, ça va faire une grosse chute entre la 4ème place l'année dernière et la 6ème cette année. Bon, espérons qu'ils puissent mettre tous les moyens en œuvre pour 2024. Et puis ils auront plus de temps de soufflerie par rapport à cette année. Donc bon, espérons qu'ils fassent une meilleure voiture l'année prochaine. Je pense que pour cette année, c'est un petit peu mort. À part s'ils trouvent la bonne évolution qui pourrait propulser Alpine de la 7th Force à potentiellement un nouveau top team. Mais bon, ça va être plus compliqué, parce qu'avec la restructuration, etc., j'y crois pas trop. Et puis après, si on passe à partir de la 7ème place, Williams, c'est la grosse surprise quand même, un 7ème au championnat, égalité avec Haas. Williams, on les attendait en tant que 10ème force du plateau. Et franchement, ils ont fait des évolutions énormes, portées par un Alexander Albon exceptionnel. Ouais, le pilote thaïlandais est exceptionnel sur cette Williams. Il est rentré 4 ou 5 fois en Q3, il a scoré des points à 3 reprises. Et malheureusement, en Australie, il fait une sortie de piste assez bête. Il aurait pu scorer des gros points là-bas aussi. Globalement, c'est assez incroyable. Il est 13ème du championnat des pilotes avec une Williams. Franchement, chapeau Albon. Il porte sur les épaules Williams. Logan Sargent est un peu loin. Ceci dit, il y a quelques courses qui sont plutôt pas mal. Disons qu'il fait un peu plus le job que Nicolas Latifi. Disons qu'il sort de la piste un peu moins que le Canadien. Bref, j'espère que Williams terminera 7ème du championnat. Ça fera des gros sous pour l'écurie britannique, elle qui est un petit peu en manque de moyens. Franchement, j'espère que Williams pourra terminer à cette position. Ce serait mérité au vu des efforts, en plus de cela. Et puis bon, Williams, c'est une des écuries historiques. C'est triste de l'avoir en fond de peloton. Donc, voir Williams remonter un petit peu comme ça fait plaisir. Bon, après, chez Haas, le rythme en qualification est excellent. La Haas fait partie des meilleures voitures sur un rythme de qualification. Nico Hülkenberg est extraordinaire dans cette séance de qualification. Il a beaucoup de Q3, mais bon, beaucoup de bonnes qualifications pour assez peu de points finalement, puisque Hülkenberg n'a scoré que 2 fois des points, une fois en course principale en Australie dans des conditions assez particulières. D'ailleurs, si on n'avait pas mis le classement avant le drapeau rouge, Hülkenberg, il était monté sur le podium en Australie. J'ai encore un petit peu les boules. Et puis en Autriche, il a scoré des points, mais c'était en course sprint. Très belle course de Hülkenberg. Mais bon, dans l'ensemble, le rythme en course de la Haas, elle est assez catastrophique. C'est l'une des pires en rythme de course. Heureusement que la qualification fait que Haas n'est pas dans les fins fonds du classement. Bon, même avec des bonnes qualifs, sont quand même assez loin. Et puis Kevin Magnussen, il n'existe pas. 15e en Belgique, c'était sa meilleure place depuis Miami. Il avait fini 10e. C'est assez compliqué, il n'y a que 2 petits points pour Magnussen. À part ça, c'est 13e et pas mieux. Il se fait complètement larguer par Nico Hülkenberg, son tout nouveau coéquipier. Bref, sa place pour 2024, elle n'est pas totalement assurée. Chez Alfa Romeo, la grosse dégringolade de 2022, ça se confirme en 2023. Alfa Romeo n'est plus du tout au niveau de l'année dernière. Et puis Bottas s'est fait dominer par Guan Yu Zhou la majorité de l'année. Malgré tout, l'année dernière course, il a repris un peu le poids de la bête. Il est repassé devant le pilote chinois, qui je pense a pris un petit coup sur la tête en Hongrie. Après une très belle qualification, c'est totalement raté au départ, où il a déjà raté son départ. Il a percuté Ricciardo, qui a percuté les 2 Alpines. Et puis ensuite, on l'a plus vu en course, 16e. Et puis en Belgique, il était assez largement derrière Bottas. Il finit finalement une place derrière le Finlandais lors de la dernière course. Mais bon, Guan Yu Zhou, c'est un peu compliqué aussi, même s'il était devant Bottas la majorité de l'année. Bon, bref, Alfa Romeo, c'est catastrophique, c'est la 9e force du plateau. Ils sont 9e au championnat. C'est tout ce qu'ils méritent finalement. Bon, après chez AlphaTauri, c'est de loin la pire voiture de cette saison. Yuki Tsunoda, jusqu'à Miami, il s'est accroché à espérer marquer des points. Il en a scoré 2 sur les 5 premières courses. Et les 3 fois, il n'a pas scoré de points. Il a terminé 11e. C'était un très beau début de saison vu la voiture qu'il avait. Mais bon, après, tout s'est cassé la figure.
plus rien n'est allé chez AlphaTauri. Il y a eu un petit sursaut de performance à partir de la Hongrie. On a revu un petit peu AlphaTauri un petit peu plus devant. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, le sursaut de performance d'AlphaTauri, ça coïncide avec l'arrivée de Daniel Ricciardo. Et puis en Belgique, AlphaTauri était plutôt pas mal, hein. Ricciardo finissait 10e de la course sprint. Et puis le lendemain, c'est Yuki Tsunoda qui a marqué un point en course principale, toujours 10e. Bon, voilà. AlphaTauri est revenu un tout petit peu, mais bon, globalement, c'est la pire voiture de cette saison. Voilà, cette vidéo bilan de cette première partie de saison 2023 de Formule 1 est terminée. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt.